Sans transition, les membres du Conseil économique et social se réuniront en séance plénière décentralisée mercredi prochain, le 25 juillet à Ouvéa, dans la salle du Conseil municipal. Au sommaire de ce Conseil, démontrer le potentiel de développement du tourisme nautique haut de gamme et faire valoir l'intérêt économique de son développement et de sa promotion en Nouvelle-Calédonie. En effet, le tourisme nautique haut de gamme est un secteur novateur en pleine expansion sur lequel de plus en plus de pays s'intéressent et misent car les retombées économiques sont conséquentes. Et nous ouvrons maintenant notre page politique avec Philippe Gomez, député de la seconde circonscription, que nous avons le plaisir de recevoir en direct dans notre studio. Philippe Gomez, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez passé 15 jours à Paris, Sonia Lagarde y est toujours, et vous repartez dimanche. Qu'avez-vous fait, Philippe, pendant ces 2 semaines? Un premier bilan, peut-être? Pas les soldes. Il paraît que c'est dans l'air. Non, pendant ces 15 premières journées, il a d'abord fallu s'installer. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de formalités, bien sûr, à remplir pour prendre l'ensemble des dispositions nécessaires en ce qui concerne la fonction nouvelle qui est la nôtre, à Sonia et à moi, qui est de porter la voix du peuple calédonien au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Parlement de la République. Et donc, on a passé quelques journées, bien sûr, à accomplir les différentes démarches. Au-delà de ça, nous avons bien sûr rencontré au sein du gouvernement celles et ceux qui comptent pour l'outre-mer, et notamment bien sûr le nouveau ministre de l'outre-mer. Victorin Lurel. Tout à fait, et ainsi que la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre et le conseiller outre-mer de l'Élysée. Pour leur dire quoi? Pour leur dire d'abord que nous souhaitions que la voix des Calédoniens, telle qu'elle s'est exprimée les 10 et 17 juin, soit prise en considération. C'est vrai que cette voix conduit Calédoniens Ensemble à remporter dans la première et la deuxième circonscription, de manière très nette, à rassembler sur les noms de Sonia Lagarde et sur le mien, au premier tour 25 000 voix et au deuxième tour 45 000 voix. Et donc la donne politique calédonienne a changé. Elle a changé en profondeur et que ce changement doit être écouté par les nouvelles autorités nationales qui nous gouvernent, qu'il s'agisse bien sûr du nouveau président de la République comme du nouveau gouvernement de la République française. Nous avons également insisté sur les engagements que nous avions pris à l'égard des Calédoniens pendant cette campagne. Des engagements politiques, je pense aux demandes que nous avons formulées pour que la question de la recherche en commun d'un drapeau soit engagée lors du prochain comité des signataires d'ici la fin de l'année. Justement, on en reparle après. Et au même titre que les 4600 Calédoniens nés dans le pays, qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le corps électoral gelé, et qui ne votent pas aux élections provinciales. Sonia Lagarde a dit que c'était un scandale dans le scandale, elle a eu raison de le dire, et donc nous souhaitons qu'un assouplissement des modalités d'inscription soit mis en œuvre de façon à ce que ces enfants du pays puissent participer aux prochaines élections provinciales. J'ai vu que Roch-Comitan avait fait une démarche un peu similaire ces derniers temps. C'est une bonne chose. Il parlait que des 1700 Kanaks. Non, certes, sur les 4600, il y a 1700 Calédoniens d'origine kanak, mais il y a aussi d'autres Calédoniens d'origine non kanak qui sont nés ici et qui ont le même droit demain, du moins on l'estime à Calédoniens Ensemble, à pouvoir voter. À pouvoir voter. Nous avons également, avec Sonia Lagarde, rencontré le Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président, le membre chargé de l'outre-mer, M. Rachid Arabe, le conseiller dédié à l'outre-mer, pour leur dire 2 choses, celles que nous avons dites pendant la campagne. La première, c'est qu'il convient d'ouvrir le paysage radiophonique calédonien, qui est cadenassé depuis 25 ans et qui a besoin de respirer. C'est ce que le peuple a dit, le peuple calédonien a dit, les 10 et 17 juin dernier. Et la seconde chose, c'est que le projet de télévision de propagande politique, NC9, soutenu par le RIMP et l'Union calédonienne, ayant vocation à être financé sur des deniers publics à hauteur de plus d'1 milliard par an, c'est pas rien, nous étions totalement opposés, oui, à une télévision calédonienne, télévision de proximité, une télévision qui va au cœur des villages, des quartiers, des tribus, au cœur des forces vives qui partout dans le pays travaillent et construisent le pays, non à une télévision de propagande politique. Je crois que la propagande a sa place, bien sûr, lors des campagnes électorales, c'est aux partis politiques à la faire, c'est pas à des médias sur fond public à l'effectuer. Et je dois dire que nous avons eu un excellent accueil du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque son président nous a indiqué que dans les prochains mois, un nouvel appel à candidature pour des fréquences radiophoniques devait être lancé, et qu'en ce qui concerne la télévision, il prendrait le temps de la réflexion et d'une nouvelle consultation des autorités
C'est ce qui a été d'ailleurs indiqué récemment. Donc une rencontre très constructive avec cette autorité administrative. Vous venez de dire, rencontrer notre nouveau ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, qui a accepté votre proposition de repousser en fin d'année la prochaine réunion du comité des signataires. Pourquoi en fin d'année, Philippe Gomez? N'y a-t-il pas urgence? Urgence, pourquoi? Moi, qu'est-ce que je constate? Je constate que d'abord, il faut que les nouvelles autorités prennent la mesure du dossier calédonien. Ils sont aujourd'hui en situation de responsabilité. Il est nécessaire qu'ils viennent ici, qu'ils rencontrent les différents acteurs du pays, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux ou culturels, pour qu'ils se fassent leur propre opinion sur la manière dont la Nouvelle-Calédonie vit aujourd'hui et se développe, et sur les ajustements qui sont nécessaires pour que notre pays se construise peut-être demain de manière plus harmonieuse que ça n'a pu être le cas ces dernières années. La deuxième raison qui justifie le report du comité des signataires à la fin de l'année, c'est qu'une nouvelle situation politique est issue des élections des 10 et 17 juin. Une nouvelle donne. Comment cette nouvelle donne va-t-elle s'organiser au plan institutionnel? Quelles sont les conséquences de cette nouvelle donne sur les responsabilités locales? Donc il faut un temps de décantation, dirais-je, avant de s'engager dans un comité des signataires où toutes les formations politiques ont vocation à être réunies. Et puis enfin, troisième chose, des comités de pilotage ont été créés en juillet 2010 sur le bilan de l'accord, sur la mine et la métallurgie et sur l'avenir institutionnel du pays. Ils ont travaillé, des rapports doivent être rendus. Le comité de suivi de l'accord de Nouméa, c'est aussi le moment où ces rapports doivent être examinés. Donc voilà trois raisons qui me semblent raisonnables, qui ont justifié le report de ce comité à la fin de l'année. C'est ce que nous avions demandé, nous, à Calédonie Ensemble. Vous avez vu qu'il y en a d'autres qui s'agitaient pour tout de suite faire des comités. Nous n'étions pas du tout sur cette ligne-là. Nous étions plutôt sur la ligne « laissons un peu de temps au temps », pour reprendre la formule d'un ancien président de la République, et faisons en sorte que l'ordre du jour de ce comité soit arrêté de manière consensuelle une fois que tout le monde a repris ses marques dans le paysage politique d'aujourd'hui. Une dernière question concernant l'Assemblée nationale. Allez-vous œuvrer avec vos autres collègues des îles et des Tom-Dom, un regroupement ultramarin, pour mieux peser sur la politique du gouvernement envers ces territoires? Si vous le permettez, je souhaiterais d'abord apporter une précision sur un sujet connexe, qui est celui de l'adhésion de Sonia Lagarde et de moi-même au groupe UDI, qui est l'Union des démocrates et indépendants, qui est présidé par Jean-Louis Borloo. Expliquez-nous ce choix, d'ailleurs. Voilà, nous avions dit pendant la campagne électorale que nous serions soit non inscrits, soit apparentés à un groupe politique de la droite parlementaire. À l'Assemblée nationale, il n'y a que deux groupes de droite parlementaire. Il y a d'une part l'UMP, et il y a d'autre part l'ensemble des parlementaires de droite non UMP qui se sont constitués dans ce groupe de l'Union des démocrates et indépendants. On a là-dedans des députés radicaux du parti de M. Borloo, des députés du Nouveau Centre, du mouvement qui était animé par M. Morin, des députés en délicatesse avec l'UMP, parce qu'ils n'ont pas été investis et finalement ils ont gagné. Donc on ne veut pas trop les accueillir au sein de la formation. Des indépendants comme le maire de Neuilly, M. Fromentin, et d'autres encore. Donc ce groupe-là n'est pas une formation politique. C'est pour ça que nous avons, Sonia Lagarde et moi-même, au sein de ce groupe, une totale liberté de vote, et c'était la condition d'ailleurs d'adhésion à ce groupe. Nous allons privilégier, comme nous l'avons dit pendant toute la campagne, les intérêts du pays, l'intérêt général, l'intérêt des Calédoniens. Chaque fois que des textes se présenteront, nous n'allons pas voter en fonction de l'intérêt d'un parti politique national ou d'un président de la République ou d'une personnalité, quelle qu'elle soit. Donc c'est notre adhésion à ce groupe-là préserve quelque chose qui est pour nous essentiel, c'est la liberté de défendre qu'une seule chose, l'intérêt général des Calédoniens. Votre autonomie. Tout à fait. Et alors, sur la question plus précise que vous avez posée, j'ai pris contact avec le nouveau député de Wallis-et-Futuna, ainsi qu'avec les trois nouveaux députés polynésiens, dont M. Edouard Fritsch, qui est une personnalité politique importante en Polynésie française, pour que nous constituions un groupe des parlementaires du Pacifique. Parce que l'outre-mer, certes, c'est la France, mais c'est vrai que dans le Pacifique, nous pouvons avoir des sujets ou des dossiers à porter en commun
auprès des autorités nationales. Et donc, cette idée a été accueillie favorablement par mes collègues. Et j'espère qu'à la rentrée, au mois de septembre, on pourra constituer cette association qui sera une nouvelle manière de parler du pays, mais pas tout seul, avec l'ensemble des territoires français du Pacifique. Retour sur le Caillou, Philippe Gomez. Fin août, les élus vont renouveler la présidence et le bureau du Congrès. Quelle sera votre stratégie, sachant que votre mouvement est devenu le premier parti politique du territoire ? C'est vrai que... ça change la donne ou pas ? Ça change la donne. C'est un fait politique. Ça n'est pas une obligation juridique. Je distingue bien les deux. Ces élections des 10 et 17 juin ont permis à ce que 2 députés de Calédonie ensemble aillent siéger au sein de l'Assemblée nationale. C'est une élection nationale. Ça n'est pas une élection locale. En clair, les formations politiques qui existent aujourd'hui au sein du Congrès et des provinces, elles sont issues des élections provinciales de 2009. Elles ne sont pas issues, bien sûr, des élections nationales de 2012. Donc la composition de ces assemblées n'a pas changé. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le fait politique est là. Calédonie Ensemble est le premier parti du pays. Nous avions fait 16 000 voix en 2009. Nous avons fait 25 000 voix à l'occasion de ces élections. Nous avons augmenté notre score de plus de 50%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour autant, dans les institutions locales, il n'y a aucune obligation à ce que quelque chose change, ni au Congrès, ni au gouvernement, ni au sein d'une province. Par exemple, la coalition actuelle peut tout à fait continuer à gouverner dans les conditions dans lesquelles elle l'a fait ces 24 mois, ces 24 derniers mois. Par contre, nous disons, c'est un fait politique et nous souhaitons qu'il soit pris en compte au sein des institutions locales. Donc, est-ce que cela va changer quelque chose à l'occasion de l'élection du président du Congrès dans les prochaines semaines ? Je dirais, la question, c'est pas nous qu'il faut la poser. Nous allons rester sur la ligne que nous avions adoptée en 2011. Nous allons présenter un candidat et nous allons voter pour notre candidat. En 2011, nous avions présenté Léonard Sam et nous avons voté pour Léonard Sam. Nous avions perdu parce que le candidat proposé par la coalition, c'était M. Ouamitan, et l'ensemble des voix de l'Union calédonienne, du Parti travailliste, du Rassemblement UMP et de l'Avenir Ensemble, s'était porté sur M. Ouamitan. Pourquoi je précise quelles sont les voix qui ont élu M. Ouamitan ? Parce que j'ai lu de ci, de là, que la présidence du Congrès était désormais un acquis de la lutte. Et donc il était hors de question de revenir sur un acquis de la lutte. Ah bon ? C'est un acquis de la lutte ? Je trouve curieux ça comme formule. D'abord, je vais rappeler que Ouamitan n'a même pas été soutenu par la totalité du FLNKS, puisque le PALICA s'est abstenu lors de l'élection de Roch-Comitin à la présidence du Congrès. C'est le premier rappel que je fais. Et le deuxième rappel que je fais, c'est que le Congrès est une instance démocratique qui a été élu par les Calédoniens en 2009. Et qu'en son sein, c'est un homme, une voix. Et donc, dès lors, le verdict démocratique lors de l'élection du Congrès s'impose à tout le monde. L'élection de Roch-Comitan a été imposée, s'est imposée à Calédonie Ensemble en 2011, et de la même manière, l'élection de X ou de Y dans les prochaines semaines s'imposera à l'ensemble des formations politiques du pays. La question qui est en réalité centrale aujourd'hui, c'est est-ce que la démocratie dans notre pays, qui aujourd'hui est instaurée depuis 25 ans, depuis les accords de Matignon, depuis que 2 hommes visionnaires et responsables se sont serrés la main lorsque le pays était au bord de l'abîme, est-ce que la démocratie a la vocation d'être remise en cause par certains ou pas ? C'est ça la vraie question. Quand j'entends certains discours, je m'interroge. En ce qui nous concerne à Calédonie Ensemble, nous avons toujours respecté les échéances démocratiques, les mécanismes démocratiques, même s'ils nous ont été très défavorables au cours des 18 derniers mois, avant que le peuple ne rétablisse les choses et réouvre les yeux sur la volonté qu'il a en ce qui concerne l'avenir du pays, en donnant à Calédonie Ensemble des responsabilités importantes au sein du Parlement de la République. Donc, est-ce qu'on va négocier quelque chose ? On ne va rien négocier du tout. Nous, à Calédonie Ensemble, on ne veut rien faire dans le dos du peuple. On ne veut pas de combine d'arrière-cour ou d'arrière-cuisine entre les uns ou les autres. Pas d'alliance avant. Nous ne sommes pas, je le répète, à la recherche de postes. C'est important. On ne va pas essayer de bricoler quelque chose dans un coin pour obtenir un poste. On laisse ces activités-là à d'autres et ils sont nombreux à s'y prêter. Nous, on dit simplement, on s'est engagé à l'égard des Calédoniens en 2009 et en 2012 sur un certain nombre de projets de respect de l'accord de Nouméa, de projets de plus de justice sociale dans notre pays, de projets de développement et de respect de l'identité de chacune et de chacun. C'est sur ces projets-là
que nous allons continuer à travailler. Et pour que nous puissions travailler normalement, raisonnablement, il faut que Calédonie Ensemble retrouve une place normale au sein des institutions calédoniennes. Est-ce qu'il est normal qu'on soit chargé de la météo au gouvernement ? Bon, on a compris que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il est normal qu'on ait été purgé de 150 comités et commissions ? Comme si on avait voulu nier notre existence. Vous savez, comme dans les anciens livres d'histoire de l'URSS, où on gommait le personnage sur la photo dès lors qu'il était pris en odeur de sainteté. Non plus. Donc voilà, on veut simplement une place normale au sein des institutions du pays. Dans une démocratie normale. Dans une démocratie normale et apaisée. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Rappelez-nous brièvement les 10 engagements que vous avez contractés avec les Calédoniens pour cette mandature. Je rappelle que vous vous êtes engagé sur, bien sûr, 10 engagements, mais que vous avez donné votre parole d'être un député comme Sonia Lagarde différent, une mandature normale, et qu'à chaque fois, vous nous tiendriez informés via les médias de l'avancée de ces 10 propositions. Oui, tout à fait. C'est un engagement qu'on a pris. Alors certes, on doit les tenir dans un contexte difficile, un contexte à la fois politique, puisque ce sont les socialistes aujourd'hui qui ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui ont les responsabilités au sein du gouvernement, à la présidence de la République. Nous, on est dans l'Union des démocrates et indépendants, donc un groupe d'opposition, un groupe de droite. Donc c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est bien sûr que la France et l'Europe traversent une grave crise économique et financière. Je rappelle qu'il y a 33 milliards d'euros à trouver l'année prochaine pour respecter les engagements européens de la France, que ces 33 milliards devront être trouvés à la fois dans le cadre d'une diminution des dépenses de l'État et également dans le cadre d'une augmentation significative des prélèvements, notamment fiscaux. Donc voilà, je dis ça parce que ce sont quand même les contraintes objectives, politiques, économiques et financières dans lesquelles nous devons, Sonia Lagarde et moi-même, faire le chemin nécessaire pour tenir nos engagements. Pour autant, nous avons bien sûr commencé à travailler, je l'ai rappelé tout à l'heure en ce qui concerne le drapeau et les 4600 Calédoniens qui sont exclus du corps électoral pour les élections provinciales, des démarches que nous avons engagées. Nous avons aussi engagé des démarches très importantes pour faire en sorte que la vie chère ne soit pas simplement un slogan, mais que des actions concrètes soient engagées pour la combattre. Et 2 engagements avaient été pris sur ce sujet. Le premier, c'est la création d'une autorité locale de la concurrence indépendante des lobbies politiques et économiques du pays, disposant d'un pouvoir d'enquête et de sanction, de façon à ce que les abus de position dominante, les ententes illicites ou les marches abusives puissent être sanctionnés dans notre pays. Je poserai une question au ministre de l'Outre-mer lors de la séance des questions orales qui se tiendra mardi prochain à l'Assemblée nationale sur le sujet. Je poserai également la question concernant les frais bancaires. Je rappelle que les frais bancaires dans notre pays sont nettement plus élevés qu'en métropole, parfois 5 fois plus élevés. Je donne souvent l'exemple de l'autorisation de prélèvement. Une autorisation de prélèvement chez nous coûte 5 fois plus cher qu'en métropole. On peut m'expliquer pourquoi ? Non, parce que la marge de la banque est abusive ici, alors qu'elle est plus raisonnable en métropole. Donc, nous œuvrons pour un plafonnement des frais bancaires. C'est une compétence de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous souhaitons que sur les principales opérations bancaires, les frais maximum soient fixés par l'État. Et ces frais maximums doivent correspondre à la moyenne des frais pratiqués par les établissements financiers en France pour des opérations équivalentes. Voilà ce que nous avons demandé. Ça fera également l'objet de la question que je poserai au ministre de l'Outre-mer lors de la séance des questions d'actualité de mardi prochain. Donc voilà 2 exemples. J'aurais pu vous parler des rencontres que nous avons effectuées au ministère de l'Enseignement pour que la convention de mise à disposition globale et gratuite qui a été signée entre l'État et le gouvernement de la République française ne soit pas remis en cause. 4500 personnes aujourd'hui en dépendent dans le cadre du transfert de l'enseignement. J'aurais pu vous parler également du déplacement que nous avons effectué au ministère de l'Intérieur pour que les effectifs de police et de gendarmerie soient renforcés dans notre pays, de façon à ce qu'on ait une meilleure sécurité, ce qui ne serait pas un luxe. Je rappelle que les effectifs de police ont baissé de 3% sur les 5 dernières années. Ce sont les chiffres même du ministère de l'Intérieur, ce ne sont pas les chiffres de Philippe Gomez. Et en ce qui concerne la gendarmerie, ça a baissé de 1%. Donc voilà, il n'y a pas eu de maintien des effectifs, il y a eu une baisse des effectifs. Et donc j'ai demandé à ce que, vous savez, dans le cadre de la politique de François Hollande, qui a sanctuarisé les effectifs dans un certain nombre de ministères, Éducation nationale, police, justice et Pôle emploi également,
que, en ce qui concerne les postes supplémentaires qui vont être créés, la Nouvelle-Calédonie ne soit pas oubliée. Et je me permets également de vous dire que j'ai sollicité un rendez-vous la semaine prochaine avec la ministre de la Justice, parce que nous avons vu encore récemment que les conditions de détention inhumaines, c'est une honte, la honte de la République, c'est le camp Est en Nouvelle-Calédonie, enfin, il faut se rendre compte, ils ont une double peine, les condamnés chez nous. C'est, un, la privation de liberté, et deux, des conditions inhumaines de détention. C'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre. Hélas, il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait, sans revenir sur le sujet ces derniers mois, mais bon, les résultats en l'état actuel des choses se font attendre. Donc, j'ai sollicité ce rendez-vous, j'ai insisté sur l'urgence de l'obtenir, étant donné qu'on a vu un mouvement, l'un des premiers du genre, le 14 juillet dernier, et qui témoigne que le camp Est, du fait même de ses conditions de vie et de détention, est devenu une poudrière. Et que, bien évidemment, il faut impérativement qu'on puisse améliorer, d'abord dans le court terme, les conditions de détention, et à moyen et long terme, qu'on ait un véritable outil, non seulement de détention, mais également dans l'ensemble de la périphérie de l'application des peines de justice, qu'il s'agisse des travaux d'intérêt général, qu'il s'agisse de la possibilité d'utiliser le bracelet, qu'il s'agisse des possibilités de formation dans le cadre des peines aménagées, etc., etc. Et donc, c'est la question de la construction ou reconstruction de la prison. Moi, je souhaite aborder ceci-là avec la ministre. Je ne suis pas là pour imposer une solution à quelqu'un. Je suis là pour essayer d'être le go-between entre les attentes calédoniennes, de l'ensemble des professions concernées, de l'ensemble des familles concernées, parce que quand on a 500 personnes au camp Est, on a aussi 500 familles qui sont dans la souffrance. C'est pas une opération individuelle, une sanction de justice. C'est aussi des familles qui en souffrent. Et donc, je souhaite, moi, qu'une commission soit créée au plan local, avec un représentant du ministère de la Justice, que l'ensemble des personnes ou organisations concernées, bien évidemment qu'il s'agisse des avocats, du tribunal, mais aussi des familles, mais aussi des coutumiers, mais aussi des autorités politiques. Enfin, un travail sans exclusive, sans voilà, où on essaye ensemble rapidement de dire ben voilà ce qu'il faut en ce qui concerne notre pays comme centre de détention, voilà les emplacements qui peuvent être retenus, voilà les capacités qui sont requises, voilà les aménagements que nous devons prévoir, etc. Et que ce sujet soit un sujet d'intérêt national. Il est hors de question qu'on soit dans une programmation où on nous explique que c'est dans 10 ans que ça va se faire. Ça ne va pas être possible. Et je crains, moi, que si tel est le cas, c'est-à-dire si le gouvernement de la République française nouvellement nommé ne réagit pas, si le ministère de la Justice ne prend pas ce dossier à bras-le-corps, qu'un de ces quatre, on ait une véritable mutinerie au sein de cette prison. Et là, à partir de ce moment-là, chacun devra assumer ses responsabilités. En tout cas, Sonia Lagarde et moi-même, en tant que députés de la Nouvelle-Calédonie, nous allons poser le dossier sur la table et nous allons demander, exiger que son traitement soit effectué dans les plus rapides délais. Philippe Gomez, ce matin, nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes publient un article de Pierre Bretonnier concernant la délocalisation d'une partie des activités minières de la SMSP en Corée. Il estime d'ailleurs que cette démarche est nuisible à la Nouvelle-Calédonie. Ce serait donc, je cite, dit-il, comme se féliciter en métropole de la délocalisation des usines Renault en Chine ou au Maroc. Et de souligner par ailleurs, cette politique est exactement contraire aux prescriptions du rapport du dernier comité stratégique industriel mis en place par les comités des signataires. Alors justement, quelle est votre réaction sur ce sujet ? Non, nous, on considère à Calédonie Ensemble que l'opération de Corée ne doit pas être isolée du contexte. Le contexte, il est double en ce qui concerne cette opération qui a été menée par la SMSP, la Sofinor et la Province Nord. Premier élément du contexte, nous avons des mines qui sont aujourd'hui avec une teneur insuffisante pour que le minerai soit traité localement. Et donc, la réalisation de cette usine en Corée a permis de trouver un débouché pour ces minerais. Et donc, bien évidemment, pour le maintien de l'emploi dans notre pays. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et puis la deuxième raison, c'est que la réalisation de cette usine de Corée était une condition majeure, essentielle, pour que la Province Nord, la Sofinor, la SMSP, dispose des moyens financiers nécessaires au financement
de l'usine du Nord. Et donc, bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, on a compris que certes, le principe d'aller systématiquement construire des usines à l'extérieur n'est pas un bon principe et que si on veut que la valeur ajoutée majeure bénéficie au pays, il faut que ces usines de production métallurgique soient réalisées en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, dans le contexte que je viens d'indiquer, cet investissement de la province Nord avait sa pertinence pour être effectué en Corée. Et puis enfin, je voudrais dire une dernière chose sur le sujet, si vous le permettez. On vient quand même aujourd'hui de réaliser 2 usines. Une usine du Sud, une autre dans le Nord, ce qui fait du pays, lorsqu'elles seront en fonction, le 2e producteur au monde. Les bouleversements économiques, sociaux, sociologiques, culturels qui vont en résulter sont quand même majeurs. On va passer pour des milliers de Calédoniens d'une vie qui était, je dirais, une vie traditionnelle, notamment en ce qui concerne les habitants des tribus, à une vie totalement différente, qui s'insère dans le cadre d'un salariat plus classique. Et donc, on le voit bien aujourd'hui à Goro, sur les 4 tribus de la commune de Yaté, que la réalisation de cette usine, elle a eu un impact. Il faut en mesurer, il faut y aller doucement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous sommes que des êtres humains, et lorsqu'on passe d'un monde à un autre, il y a des bouleversements qui en résultent, que nous devons accepter de gérer dans la durée, d'accepter dans la durée. Je vais donner un autre exemple des bouleversements liés à l'usine du Nord, c'est le fait qu'aujourd'hui, une part des populations de la côte Est sont en train de venir sur la côte Ouest pour travailler dans la zone VKP. Donc il y a aussi dans ces investissements des mouvements de population qui en résultent, qu'il faut nous savoir appréhender et gérer. Donc, allons-y doucement. On ne va pas faire une usine tous les ans. Ce que je veux dire, c'est que faisons en sorte que ces 2 outils majeurs pour le pays, créateurs d'emplois et de richesses, s'installent dans notre paysage à tous les niveaux, à tous les étages. Et une fois qu'on les aura digérés, à partir de ce moment-là, on verra si on a vocation à aller plus loin, à créer d'autres outils, etc. Donc je voulais aussi préciser ça pour dire que construire une usine, c'est pas simplement appuyer sur un bouton pour qu'elle fonctionne, c'est aussi faire en sorte que le pays soit susceptible de la digérer dans son corps social. Une dernière question, Philippe Gomez, qui hante certains. Allez-vous démissionner du gouvernement ? Et si oui, quand ? Vous exagérez en disant que ça hante un certain nombre de personnes. Je vous le promets. Non, si, j'ai l'impression que vous vous moquez de moi. Non, non. Vu les compétences résiduelles qui sont les nôtres dans le gouvernement, je ne pense pas que notre présence ou notre absence soit aussi importante que ça. Symboliquement importante. Voilà, symboliquement, vous avez raison. Donc, j'ai indiqué que moi, je souhaitais, bien sûr, quitter mes fonctions au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une raison majeure, c'est que même s'il y en a qui cumulent les mandats nationaux et les responsabilités locales, je crois que pour exercer sérieusement un mandat comme celui de député de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il faut pouvoir s'y consacrer de la manière la plus entière possible. Donc c'est ce que je vais essayer de faire avec Sonia Lagarde. Je signale d'ailleurs que Sonia Lagarde, conformément à la loi, a dû abandonner l'un de ses 3 mandats. Ça a été fait hier, et le mandat qu'elle a abandonné, c'est le mandat de conseillère de la province Sud et membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, elle est députée de la Nouvelle-Calédonie et conseillère municipale de Nouméa, de façon à se mettre en ordre par rapport aux dispositions législatives. Donc en ce qui me concerne, j'ai vocation à sortir du gouvernement dans les prochaines semaines ou les prochains mois au plus tard. Le timing de cette sortie dépendra de l'évolution de la donne politique telle qu'on va la voir au Congrès prochainement et après-demain au sein des autres institutions. Parce que, bien évidemment, la personne qui a vocation ensuite à me succéder au sein du gouvernement ou les membres de Calédonie Ensemble qui peuvent exercer ces responsabilités, nous devons en débattre en interne et nous organiser en interne. Est-ce qu'on va nous laisser dans des secteurs résiduels ? À partir de ce moment-là, il faudra qu'on en tienne compte. Est-ce qu'au contraire, on va nous pouvoir accéder à des compétences plus raisonnables et donc plus élargies que celles dont on dispose aujourd'hui ? Donc voilà, en fonction de tout ça, ça va générer, en ce qui nous concerne, des dispositions à prendre au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais en tout état de cause, quelle que soit cette évolution, j'ai vocation à sortir du gouvernement. Vous allez partir. Ouais. Donc voilà, il faut que vous disiez à ceux qui sont hantés
par la perspective que je m'incruste un peu trop longtemps au sein du gouvernement, Vous tapez pas la que j'ai vocation à un moment donné, d'ici la fin de l'année, à en sortir. Philippe Gomez, merci. Je rappelle que vous êtes député de la seconde circonscription de la Nouvelle-Calédonie et que, comme tous les responsables politiques, vous avez micro ouvert sur Radio Océane. Je vous remercie.